Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec une dame qui nous fera faire un beau voyage à travers toutes ces belles expériences de vie, Denise Baudry. Encore une fois, cette semaine, ça me fait plaisir de vous présenter une invitée avec qui j'ai parlé hier et on enregistre aujourd'hui. Ça qu'on peut vraiment dire qu'on n'a pas perdu de temps. On a tout de suite décidé de procéder pendant que le fer est chaud, comme on dit. Et c'est une dame, je pense, qui va nous faire un beau parcours, nous faire un beau petit voyage dans sa vie. Pour ceux qui la connaissaient, vous allez sûrement apprendre des choses en plus. Ceux qui ne la connaissaient pas, vous allez la découvrir en même temps que moi. Elle s'appelle Denise Baudry. Tout d'abord, bonjour, Madame Baudry. Bonjour. Ça va bien, merci beaucoup d'accepter de vous prêter au jeu de mon entrevue. C'est toujours un plaisir de découvrir des gens. J'allais dire rencontrer, là, on se rencontre pas en personne, hein. On est encore une fois chacun chez soi pour le bonheur en tout cas de ceux qui nous écoutent. Je me demandais si vous seriez d'accord à ce qu'on commence à faire le parcours de votre vie à peu près du début, si vous êtes à l'aise de nous dire peut-être à peu près à quelle époque vous êtes né puis à quel endroit? Oui, moi je suis née en 56. Ah, OK. Oui, à Trois-Rivières. Ah, ça, c'est une belle place, ça, Trois-Rivières. Ouais. Moi, j'ai été visiter beaucoup, à une certaine époque. J'avais beaucoup d'amis là-bas. J'ai jamais vécu là, mais j'ai trouvé que c'était une belle place. Mm-hmm. Donc, né en 56, est-ce que vous faites partie d'une grande famille? Ouais. Nous, on était 9 enfants. OK. Puis, il y avait la grand-mère qui vivait avec nous. Puis, mes parents, moi, je suis la 9e des 9. Fait que, disons que c'était toute une autre époque, hein. Mes parents sont nés en 1909 et 1912. Oh! Fait que, c'est toute une autre génération, là. Puis, vous étiez la dernière enfant de la famille? Oui. Ah, OK. Et vous, bien sûr, vous avez un problème visuel. Est-ce que vous êtes la seule à avoir un problème visuel dans la famille? Oui, je suis la seule. Et c'est... Excusez. Et qu'est-ce que c'est votre problème de vision exactement? Moi, c'est l'anéridie. Alors, l'anéridie, la vision est... Dans mon cas, la vision était bonne. C'était un peu comme quand tu fais de la myopie, puis dans ce temps-là, c'était pas connu, c'était pas traité du tout au niveau de l'enfant. Il y avait un suivi au niveau adulte seulement. Puis l'anéridie, j'ai fait mon parcours à l'école régulière. Puis à 9 ans, j'ai commencé à faire du glaucome. Souvent, c'est associé au glaucome. OK. Puis quand ils ont commencé à traiter le glaucome, ils ont eu beaucoup de difficultés, puis ils ont opéré l'œil gauche à 11 ans. J'ai perdu l'œil gauche au moment d'une opération. Et puis, l'œil droit a diminué avec le temps jusqu'à peu près 20 ans. Là. À 20 ans, je voyais plus du tout de l'œil droit non plus. OK. Mais vous avez été à l'école régulière tout ce temps-là? J'étais allée à l'école régulière jusqu'à 5e année. OK. Oui. Puis, après, je suis allée à l'Institut Nazareth, sur Crémazie. OK. Juste avant qu'on entre à l'Institut Nazareth, est-ce que vous, comme enfant, est-ce que vous vous êtes aperçu à un moment donné que vous étiez différente? Est-ce que ça vous a empêché de faire certaines choses? Comment ça s'est passé pour vous, l'enfance? Ben, c'était juste rendu à 9 ans quand ils ont commencé à parler d'opération parce qu'avant ça, vraiment peu. Luminosité de l'écran réduite. On était sur une ferme puis je faisais les mêmes choses que les autres là, avec les animaux, avec le foin, avec d'aller dans le bois, faire du cheval. Je faisais toutes ces choses-là. Là, pour moi, je m'en rendais pas compte. OK. Trop, non. OK.
C'est sûr que là, quand ils ont commencé à parler d'opération, puis que vous avez commencé à perdre plus la vision, là, puis là, rendu à l'école, est-ce que ça a été un choc de partir de la famille, de votre famille, puis de vous, c'est sûr, vous étiez pensionnaire là-bas? Oui, ça a été tout un choc parce que là, je prenais le train à Trois-Rivières jusqu'à Montréal. Puis les 2 premières années, je me souviens qu'on allait juste à Pâques, à Noël, puis aux vacances d'été, même si c'était juste à 1 heure et demie d'auto, là, c'était vraiment le pensionnat. Je me souviens pas clairement, probablement que j'étais vraiment triste de tout ça, mais dans ma tête d'enfant, ce que j'ai retenu, c'est que bon, je me disais mes sœurs vont au pensionnat, fait que moi, ils allaient, c'est-à-dire qu'ils allaient à l'école au pensionnat sans être pensionnaires, là, ils retournaient à la maison à tous les jours. Fait que je me disais bon ben moi je suis comme dans un pensionnat comme eux autres au moins, tu sais. Mais ça a été une grosse adaptation dans le sens que c'était dans ma tête de jeune, là, de 12 ans, c'était 2 mondes. Tu sais, je revenais sur la ferme, je revenais avec mes frères, mes sœurs. Puis là, ce que je faisais, c'est que j'étais avec mes animaux, puis je m'en allais dans le bois tout seul, puis je m'en allais dans les champs tout seul. J'étais bien, tu sais, j'ai pas de mauvais souvenirs de ça, mais de la solitude, oui. Il y avait une rivière tout proche, j'allais me baigner, bon, je faisais mes petites choses, puis les autres jouaient au tennis, ça, je pouvais plus jouer au tennis, ou bon, tu sais, j'étais plus limitée. Vous sentiez que socialement, c'était plus le même monde, là, c'était différent, là. Oui, puis quand j'allais au pensionnat, ben c'était complètement différent de chez nous parce que c'était un pensionnat, là, c'était des gens qui venaient de partout du Québec. C'était 2 mondes dans ma tête. Tu sais. Et tous des non-voyants aussi, là, que vous côtoyez. Et tous des non-voyants, demi-voyants, les religieuses. Puis j'apprenais le braille, puis j'aimais ça. J'étais contente d'apprendre le braille. Tu sais, pour moi, c'était un nouveau langage. J'apprenais la dactylo, taper à la dactylo. Ça aussi, j'aimais ça. La dactylo régulière, là, pour écrire Oui. en imprimé, là? C'est ça. OK. Puis, donc, apprendre ces nouvelles choses-là, ça, vous aimiez ça. Vous aviez pas de problème avec ça. C'était correct. Oui, c'est ça. Puis ce que je me souviens, c'est plus rendu secondaire 4, là, quand il parlait que là, fallait s'en tourner pour le secondaire 5 dans notre milieu, puis que ça serait très difficile. C'est vrai, parce qu'il n'y avait pas de secondaire 5, hein? Vous deviez aller faire le secondaire 5 ailleurs. Oui, dans notre milieu. Mm-hmm. Puis le secondaire 4, est-ce que c'est parce que ma vue diminuait? Est-ce que c'est parce que je prenais une médication très forte, là, les Diamox et tout? Je ne sais pas. Mais j'ai passé une période où là, j'ai déprimé. Puis ça finit par passer. Tu sais, quand j'ai commencé à intégrer l'école dans mon milieu, là, je me souviens que ça commençait à aller mieux, tu sais. Mais juste avant qu'on en arrive là, vous disiez au début que les 2 premières années, vous alliez pas chez vous très souvent. Par après, ça s'est... il y avait plus de sorties? C'était plus fréquent les allées dans votre famille? Ouais, le souvenir que j'ai, c'est que ma mère a demandé au pensionnat pour qu'on puisse venir à Trois-Rivières beaucoup plus souvent. OK. Je pense que c'était au mois, puis la dernière année, c'était aux semaines, si je me trompe pas, là. Puis on était quelques-uns qui revenaient au Cap de la Madeleine puis Trois-Rivières en train. Mais je me souviens qu'il a fallu qu'elle fasse plusieurs réunions avant que ça soit accepté. Tu sais, OK, mais c'est vos parents qui l'ont demandé, là. Sinon, ça n'aurait pas été plus fréquent.
Ouais. OK. Mm. Est-ce que ça vous a... parce que, bon, moi, moi, j'étais pas pensionnaire, mais moi, je suis parti de l'Abitibi pour aller à l'école adaptée. C'est que j'étais comme dans une famille d'accueil. Et c'est sûr que les premières années, c'est très difficile de s'adapter. Est-ce que parce que là, après, on s'adapte, mais c'est quand même plus agréable, plus facilitant d'aller souvent dans sa famille. Ça vous a aidé, ça? Oui, ça m'a sûrement aidé. Je, je me souviens que j'accordais beaucoup d'importance au groupe d'amis que j'avais au pensionnat, tu sais. Ben, c'était ma Pour moi, prochaine question, tu sais, dans le sens où socialement, vous vous êtes fait beaucoup d'amis, ça allait bien, c'était pas trop difficile. ça allait bien. Euh, Comme je disais tantôt, là, secondaire 3 puis secondaire 4, je pense que ça va avec l'âge, tu sais. Là, L'adolescence, ça a là. été difficile. Mhm. Point. Puis qu'est-ce que je ferais une fois que je partirais de là? Puis quand je suis arrivée au cégep après, ah ben là, hey, là, j'ai eu du fun. Parce que là, c'est ça, ils vous préparent pour le secondaire 5 en vous disant que ça va être difficile, puis tout ça. Est-ce que vous avez trouvé ça vraiment difficile? Comment ça s'est passé cette année-là? Ben, de quitter, Ben, premièrement, le pensionnat, puis d'arriver à l'école, de retourner à l'école régulière. le souvenir que j'en ai, c'est quand j'étais au pensionnat, bon, j'ai déprimé un peu, puis secondaire 5, quand mes parents ont demandé pour que j'aille dans une école régulière, faire mon secondaire 5, j'ai été refusée. Fait qu'ils ont demandé à une autre école, à Carena, et Carena, ils ont accepté de faire l'essai, puis ça a bien été. J'avais une étudiante qui m'accompagnait, puis qu'on faisait les choses comme les problèmes de mathématiques, elle les lisait, puis là, moi, je prenais des notes en braille, puis là, je faisais mes problèmes. Donc, la Euh, première école, ils ont refusé dû à votre handicap. Et oui, la deuxième école, c'était une personne de votre classe, une copine de classe qui était attitrée pour vous aider? oui. OK, c'est intéressant. Puis ça a bien été, puis et on était pas un gros groupe dans ces écoles, dans cette école-là. Puis on était trois, quatre là qu'on se tenait ensemble. On a eu pas mal de plaisir aussi, tu sais. OK, Puis on s'est même revus des années plus tard. Ouais, il y a eu des retrouvailles. ouais. OK. Et là, bon, ça, c'est l'année où ce qu'on décide, là, un peu. Ben, j'aurais le goût de vous demander, c'était quoi vos matières que vous aimiez le moins, puis les matières que vous aimiez le plus? Ben, j'aimais beaucoup le français, j'aimais beaucoup la gymnastique, j'aimais beaucoup la musique parce qu'au pensionnat, on faisait beaucoup de musique, on faisait de la chorale, on faisait 2 heures, non, j'exagère peut-être, 2 heures ou 1 heure de piano par jour. Puis ça, j'aimais vraiment ça. Oui, la musique, c'est quelque chose qui vous a tenu, ben, qui vous a intéressé, puis qui vous a tenu forcément occupé. Oui, oui. Mais vous avez parlé de gymnastique. Il vous faisait faire de la gymnastique à l'école régulière? Oui, on faisait de la gymnastique, puis on faisait de la natation. Moi, mon sport préféré, c'est la natation. J'aime vraiment l'eau. J'aime vraiment ça. Puis quand j'étais petite, on a toujours eu une rivière tout proche de la maison. Fait que j'étais tout le temps dans la rivière. Tu sais, pour moi, l'eau, j'aime bien ça. Vous aviez déjà un bon contact avec l'eau, puis c'était, ça l'a resté. Oui. OK. Puis les matières que vous aimiez le moins, qu'est-ce qui vous a fait le plus rocher, là? Ben, sans me faire rusher, disons que j'avais un petit peu moins d'intérêt. Mon Dieu. Peut-être la géométrie. Tu sais, en général, je pense que j'aimais l'anglais. Qu'est-ce que j'aimais? Géographie, j'aimais ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Ben, Quelle autre matière? si vous vous en rappelez pas, c'est pas grave, parce que ça veut dire Histoire, que je... ça a pas été trop marquant. Ouais, Mais c'est la géométrie, c'est vrai que c'est beaucoup des fois de manipulation de formes, puis de ouais. calcul, puis de mesures, puis tout ça, là. Ça fait que ça peut être plus long, des fois plus complexe. Oui, puis l'histoire, mettons comme au secondaire 5, je me souviens qu'on avait un professeur à l'école dans mon milieu, là, on avait un professeur d'histoire que j'étais passionnée par ce qu'il racontait. C'était un professeur hors pair. Fait qu'il y a aussi jusqu'à quel point le professeur est pédagogue, tu sais. Oui, de la façon qu'il fait passer son enseignement, là, puis qui réussit à nous captiver, puis à nous intéresser. C'est ça. Et là, vous, est-ce que vous commenciez à avoir une idée un peu, là, parce que vous avez mentionné le cégep, là, mais qu'est-ce que vous aviez le goût de faire, vous? Vers quoi on vous... est-ce qu'à l'Institut, on vous préparait pour l'après? Est-ce qu'on vous donnait des idées de carrière? Ou est-ce que vous aviez déjà une idée? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ben moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'on avait une rencontre avec l'oriental, puis moi, j'étais vraiment pas réaliste, là. Tu sais, j'avais des idées vraiment farfelues, puis je pense qu'il s'est permis de me le dire. Ouais. Mais Puis c'est pas toujours facile, c'est pas toujours le fun à entendre nécessairement, là. ben, peut-être que mes souvenirs sont pas bons, mais je m'en souviens encore, tu sais. Parce que j'avais eu l'idée d'être alpiniste, tu sais. Puis là, il m'avait dit, ben, Denise, c'est pas ben réaliste. Ouais. Mais en tout cas, fait que après, disons que je pense que c'était les relations humaines qui m'intéressaient. Il y aurait eu d'autres affaires comme le théâtre, mais je pense que je revenais beaucoup aux relations humaines. Ouais, parce que le théâtre, on s'entend que c'est pas facile non plus pour personne là, de percer dans ce domaine-là. Là. C'est ça. Tandis que les relations humaines, qu'est-ce qui vous avait fait pencher vers ça? Ben, j'ai une de mes sœurs que j'avais des contacts qui, elle, était psychologue. Fait que ça piquait vraiment ma curiosité. OK, La qui était déjà dans psychologie. ce domaine-là. Oui, c'est ça. OK. Puis j'ai euh, j'ai fait une demande à l'UQTR à Trois-Rivières, ils m'ont refusé parce que il y avait aucun matériel pour quelqu'un qui était handicapé visuel. Dans ce temps-là, il y avait aucun matériel, là, braille ou quoi que ce soit. Aucune adaptation là, pour les cours. Non, c'est ça. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai fait application à Sherbrooke. Puis à l'université de Sherbrooke, ils m'ont accepté. Ah, OK. C'est que ça a nécessité un déplacement là, à Sherbrooke. Ouais, puis en quelque part, je peux dire que ça a bien tombé. La vie a bien fait les choses parce que ça a fait en sorte que je suis partie de chez mes parents. En fait, au cégep, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que mes parents avaient loué une chambre sur les lieux du cégep. Fait que ça faisait que j'étais beaucoup plus avec les autres étudiants, tu sais. À la Puis résidence. oui, puis c'était facile pour moi de me déplacer. Ben oui. Puis là, quand j'ai décidé de m'en aller à l'université de Sherbrooke, ben là, j'ai commencé à connaître Christian, qui est mon conjoint depuis ce temps-là. Fait que depuis 76. Oh, OK. Ça fait qu'il y a eu comme une histoire d'amour qui s'est greffée à ça. Ouais. Comment ça a été, parce que de repartir de chez vos parents, est-ce que vos parents ont bien pris ça? Est-ce que ça les inquiétait de vous voir partir quand même, là vous disiez, bon, je restais aux résidences, vous n'aviez pas beaucoup de déplacements à faire, mais quand même, est-ce que ça les inquiétait un peu? Est-ce que vous, ça vous inquiétait ou? Ben, mes parents, ça les inquiétait beaucoup, certains, parce que dans ce temps-là, les cours de canne blanche, il y en avait pas. Puis moi, par contre, je savais que c'était la bonne chose à faire, tu sais, parce que j'aurais été trop
comment je dirais bien ça? Je, En fait, dans le temps, je réalisais que il y avait plein de choses à découvrir si je partais de chez mes parents. Si vous étiez resté si vous aviez été accepté comme à l'université de Trois-Rivières, vous auriez eu comme moins de raisons de quitter, là, puis de voler de vos propres ailes, là, de ce que je comprends. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça. C'est que là, Ouais. l'occasion d'aller à Sherbrooke, ça vous permettait justement de vous éloigner puis de vivre des choses, là. Oui, puis là, à l'Université de Sherbrooke, j'ai été chanceuse. J'ai été acceptée en travail social. OK. Et puis, au cégep, quand j'avais fait mon cégep, j'avais échoué mes mathématiques 307. Pourquoi je les avais échouées? Entre autres, c'est parce que tout était audio. Fait que là... Des mathématiques en audio. Ouais, c'est ça. Tout Ouais. était sur cassette, je me faisais lire ça, puis là, en tout cas. Et là, Fait que là, ouais, c'est pas évident, ça, là. C'est pas la meilleure alternative, là, mettons. c'est ça. Puis à l'Université de Sherbrooke, c'était conditionnel au 307. Puis là, l'Université de Sherbrooke, quand ils s'en ont aperçus, ils m'avaient accepté, mais là, ils se sont aperçus que j'avais pas fini, j'avais pas réussi mes 307. Puis là, les étudiants en travail social, ils ont dit non, 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 vous la ferez pas quitter l'université. Elle va rester à l'université. Elle a fait une bonne partie de son cours 307. Puis les étudiants m'ont permis de rester à l'Université de Sherbrooke dans le programme sans avoir à les recommencer. C'est que les étudiants se sont comme mobilisés là pour empêcher que vous soyez comme renvoyés ou punis à cause de C'est ça. ça, tu sais. Hey, c'est Ralenti, retardé, c'est ça. C'est bon quand même, hein? Il y avait comme Oui. une belle intégration, puis et vous étiez apprécié de vos compagnes et compagnons de classe. Ouais. J'ai été bien chanceuse. Parce qu'autrement, disons, là, comme si on se reporte un petit peu dans les débuts, les premières sessions, est-ce qu'il y a eu beaucoup de défis ou si ça s'est vraiment, vraiment bien fait? Oui, il y a eu des défis parce que là, c'était juste trouver des étudiants bénévoles pour enregistrer les documents sur cassette. Puis d'un défi, c'est que on a décidé, moi et mon conjoint actuel, on a décidé de s'en aller à Ottawa pour apprendre l'anglais et que je fasse mon stage en travail social à Ottawa. Et j'ai trouvé un stage, puis quand j'ai fait la demande à l'hôpital, ils savaient pas que je voyais pas. Ils m'ont accepté, puis c'est juste quand ils m'ont rencontré qu'ils ont vu que je voyais pas. Oh, OK. Là, ils ont dit, ben, si on avait su, je pense qu'on t'aurait pas pris. Mais là, vu qu'on a dit oui. Ils pouvaient comme pas revenir sur leurs paroles, là. C'est ça. OK, mais c'était audacieux quand même de faire ça. Est-ce que ça vous inquiétait un peu? Parce que là, ce que j'en comprends, c'est qu'il y avait l'aspect de la langue, puis il y avait l'aspect du handicap. Ben, en fait, oui. J'étais assez naïve, tu sais. J'étais assez naïve pour faire des choses comme ça parce que je voulais découvrir, je voulais apprendre, je voulais, comment je dirais bien, j'avais vraiment un intérêt à découvrir une ville comme Ottawa. Je vais donner un autre exemple. Quand j'étais au cégep, mes parents m'ont inscrit à une immersion en Angleterre. Puis ça m'intéressait, là. Je suis partie en Angleterre pendant 6 semaines avec ma sœur Claire comme accompagnatrice. Puis c'était des stages subventionnés, là. On apprenait l'anglais le matin, puis l'après-midi, on allait visiter. Puis c'est mes parents
qui ont insisté pour que je participe à ça. Mais Puis, c'est extraordinaire quand même, là, parce que là, c'est eux qui vous incitaient là, à aller encore plus loin, là, puis là, loin dans le sens de distance aussi, là, parce que là, l'Angleterre, c'est pas à côté. Mais vous, oui, ça vous intéressait, puis ça vous inquiétait pas outre mesure, mais vous aviez une sœur avec vous, toujours bien? oui. Puis ça m'intéressait tout en sachant que ça serait pas toujours facile, tu sais. Les cours d'anglais le matin, encore une fois, j'avais aucun matériel. Fallait que je fasse tout juste en écoutant. Euh, Fait que je pouvais pas avoir des très, très bonnes notes, là, parce que là, juste en écoutant, on n'avait qu'aucun document. C'est ça, vous Mais, aviez pas tout le matériel là, que les autres avaient, puis toute la possibilité de vous référer à l'écrit. Là. C'était beaucoup oral. c'est ça. Mhm. Ce n'était que oral pour moi. Fait que je me disais, bon, ben, coudonc, au moins, j'apprends un peu l'anglais, puis je visite l'après-midi, puis j'étais avec du monde bien fin, tu sais. Fait que je me disais, bon, ben, les choses sont comme ça, tu sais, mais pour moi, c'était extraordinaire de pouvoir être là-bas, tu sais. Ben, c'était une opportunité incroyable là, pour quelqu'un qui a le goût un petit peu de... Parce que vous avez utilisé le mot naïve, mais votre naïveté, elle vous a servi, là. Parce que des fois, quand on a trop peur puis qu'on n'ose pas, ben on n'avance pas comme on fait pas toutes les choses qu'on voudrait là, en ayant peur que ça fonctionne pas ou de se faire refuser ou quoi que ce soit. Ça vous a servi, vous, là. Oui, mais tu sais, naïve, là, tellement naïve, là. Mettons comme quand j'étais rendue à Ottawa, là, j'ai fait mes stages, puis là, je me disais, bon, faut que je me trouve une job. Ben là, j'ai pris le bottin téléphonique, puis j'ai téléphoné en disant que je ne voyais pas. Ça, c'est naïf, là. Fait que là, les gens, quand ils entendaient ça, ils disaient non, on n'a pas d'emploi pour vous. Fait que j'ai fait la 99e téléphone, m'a dit, ah oui, on a un intérêt. Et c'était un organisme pour les gens qui avaient des problèmes de l'ouïe. Fait que il a OK. dit, ah, ben, on va te recevoir. Puis effectivement, j'ai travaillé pour eux parce qu'il y avait des problèmes de l'ouïe, mais il y en avait qui entendaient en partie, là. Fait que je travaillais avec ceux qui m'entendaient, tu sais, en partie. Puis c'est ça. Mais pourquoi que vous aviez décidé de le dire, là? Est-ce que c'est à cause du stage à l'hôpital qui avait dit si on avait su, on vous aurait pas pris? Vous avez décidé de mettre toutes les cartes sur la table puis d'aller juste avec ceux qui étaient intéressés? Ouais, je pense que j'avais pas appris de ma leçon avec le stage parce que je me disais, ben, tu sais, si je le dis, les gens m'ont bien trouvé quelqu'un qui est ouvert, tu sais, je vais trouver quelqu'un qui comprend ça, un employeur peut comprendre ça, tu sais. J'ai de la misère à répondre à votre question. Non, mais je pense que c'est encore une question qu'on se pose aujourd'hui. Hein? Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut l'écrire dans notre CV? C'est pas réglé, cette question-là. Hein? Oui, oui. Mais après, là, quand j'ai fait des entrevues dans ma vie, après, je ne le disais pas tant que j'étais pas devant les gens. OK. Oui. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu au stage de l'hôpital? Est-ce que ça s'est bien passé? C'était quoi vos tâches? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Oui, ça a très bien été. Je travaillais avec toujours en travail social, là, puis là, j'allais rencontrer les patients sur les étages, soit au niveau de cardiologie, au niveau du cancer, différents départements. Ça a très, très bien été. Et OK, mon donc dans autre tous les stage, domaines de maladies, là. oui. OK. Et mon autre stage, je l'ai fait dans une maison pour femmes en difficulté à Sherbrooke et ça aussi, ça a très bien été.
Et là, vous avez parlé d'un conjoint que vous avez rencontré pendant vos études. Comment ça s'est fait, cette rencontre-là, si c'est pas trop indiscret? Ben, on s'est connus avec une gang d'amis. On était peut-être une quinzaine, là, puis on sortait à trois, quatre fois par semaine à aller danser, fêter. On a eu vraiment du fun. On était tous les deux dans cette gang-là. Puis, à un moment donné, c'est ça, j'ai dit, ben, tu sais, on était à deux cégeps différents, un cégep public, lui, et moi, un cégep privé. Puis j'ai dit, ben, tu sais, tu pourrais venir suivre ton cours de psychologie qui te reste à faire. Moi aussi, il me reste ça. Tu pourrais venir dans ma classe. Là, il est venu dans ma classe. Fait que là, comme ça, on s'est rapprochés tranquillement. Puis lui, pendant un été, il s'est en allé à Vancouver, puis là, on s'écrivait, puis là, c'est ça. En venant, là, on a décidé que ça valait vraiment la peine. Mais vous dites plein de choses très intéressantes, parce que il y a l'aspect, vous dites, on sortait, on faisait la fête, on dansait, tout ça. J'en comprends que vous étiez pas gêné de sortir, puis les gens vous incluaient dans la gang, puis j'imagine qu'ils vous aidaient aussi un peu, là, parce que quand on se ramasse dans la danse, la musique, c'est pas toujours facile quand on voit pas, là. Oui. Oh oui. Avec aucun problème. Il me ramassait, oh oui. Eh ben c'est cool. C'est parce que j'ai des invités que je pense que ça leur a peut-être manqué de faire ça, moi. Puis je me dis, moi je l'ai fait un peu là, surtout justement quand j'étais en résidence à Rouen là. on pouvait avoir des occasions de fêter pas mal, mettons, hein, quand on avait envie là. Oui. Ça pouvait, comme vous dites là, 2-3 fois par semaine sans problème. Mais j'ai des invités, je pense que ça leur a manqué de faire ça, puis c'est dommage, je trouve. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que vous après les stages puis après l'université? Le travail, j'ai travaillé au gouvernement fédéral pendant quelques mois et là tout a été coupé. Fait que on s'est revenu à Montréal et là à Montréal, j'ai participé à la préparation de l'année internationale pour les personnes handicapées qu'il y avait en 81. Fait que je suis revenue à Montréal, moi, en 79, je crois. L'été 79, on préparait ça, là. Fait qu'on a fait des projets, l'été, on a fait des projets de sensibilisation concernant les personnes handicapées. OK. En situation de handicap. Fait que j'ai fait ça. Là, on a resté à Montréal. Et là, j'avais fini mon bac en travail social, fait que j'ai fait application au gouvernement provincial et comme agent de probation et j'ai été 5 ans agent de probation. OK, de probation avec les personnes qui avaient été incarcérées puis tout ça? Ouais, avec les délinquants. OK, ouais. OK. Ça a quand même pas dû être facile tous les jours, ça? Est-ce que non, ça vous inquiétait un peu au début? Est-ce que... Non, ça a bien été, ça a bien été. Au début, quand j'ai été engagée, j'ai fait tous les concours et tout. Il y avait un poste à Granby. Fait que fallait que je voyage Montréal-Granby. J'ai loué une chambre à Granby. Le directeur du bureau m'a téléphoné en me disant que le directeur régional ne voulait pas m'avoir parce que j'étais non-voyante. Mm-hmm. Fait que là, avec les services, je me souviens pas exactement si c'était l'INLB ou l'INCA dans le temps, là, au niveau de l'employabilité. Je sais qu'à cette époque-là, c'était beaucoup l'INCA, ça peut peut-être... Ça se peut, hein? Fait que là, il y avait la loi des personnes handicapées qui venait de sortir. On lui a envoyé le libellé, puis finalement, il y a eu des discussions, puis ils ont décidé de m'embaucher. Il a changé d'avis, puis ils vous ont oui, pris. Il n'y avait pas le choix. OK. Il n'y avait pas le choix parce que
le directeur du bureau où j'étais pour travailler, il m'a dit, je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Fait que ça a marché. Lui, il était confiant. Là, Oui. Ouais. Et là, vos tâches, comme une journée, ça ressemblait à quoi? Parce que là, vous êtes des délinquants, puis tout ça. Est-ce que... C'est ça. J'ai travaillé à Granby, puis j'ai travaillé ensuite au Palais de justice de Montréal. J'ai été transférée à Montréal, ce qui a facilité beaucoup les choses, là. Fait que les 5 ans, soit à Granby ou à Montréal, je faisais des rapports pré-sententiels, des rapports pré-libératoires, puis qui étaient soit pour la commission des libérations conditionnelles ou soit pour le juge au niveau du tribunal. Puis on faisait du suivi au niveau des gens qui avaient eu la condition de rencontrer un agent de probation. Disons, une fois ou 15 jours, une fois par mois, puis on supervisait les travaux communautaires. C'est ça, en gros. Et ça a été quoi les défis pour vous là-dedans? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de... Est-ce qu'ils vous ont accommodé? Ou en tout cas, est-ce que... attention quand même aux mots que je vais utiliser, mais est-ce qu'ils vous ont facilité un peu le... Est-ce qu'ils vous ont offert du soutien? Est-ce que ça a nécessité beaucoup de soutien? Ben, le soutien à l'époque était beaucoup plus limité que maintenant. Il n'y avait pas d'ordinateur. Je faisais tout par dictaphone. La secrétaire tapait les rapports au dictaphone. Dans le temps, c'était vraiment courant, là, tu sais. C'était pas juste les médecins, c'était pas mal les professionnels le faisaient aussi. Fait que ça allait bien au dictaphone. Ensuite de ça, lire les dossiers. Ça aussi, on m'apportait de l'aide pour que je puisse prendre connaissance. Je crois que c'était avec la secrétaire. Qu'est-ce que je peux dire? Avec les gens, avec la clientèle, ça allait bien. L'impression que j'avais, c'est que le fait que je vois pas dans le temps, je sais pas si ça serait encore comme ça, mais il y avait pas de danger qui m'agresse vraiment. Okay. J'étais dans le palais de justice premièrement. Tu sais, c'est pas là qu'ils vont se mettre à agresser du monde dans un palais de justice. Puis le fait que je vois pas, c'était comme pour eux, bon ben tu sais, on la protège en quelque sorte. C'est comme ça que vous vous êtes senti? Vous avez Ouais. senti qu'ils vous protégeaient plus qu'ils essayaient de vous en passer ou de vouloir vous agresser ou quoi que ce soit? Ouais. Peut-être le mot est pas tout à fait exact, là, mais Vous vous il y avait sentiez du pas en respect. danger? Non. Puis il y avait du respect. OK. Ben ça, c'est déjà important. C'est déjà beaucoup. Ouais. Et ça que jamais vous avez eu peur ou quoi que ce soit? Oui. J'ai eu peur une fois. OK. J'ai eu peur une fois. J'en ai un peu la responsabilité. En fait, c'est qu'on n'avait pas de système d'appel dans ce temps-là. Maintenant, ils ont des boutons d'appel, puis tout ça, on n'avait pas ça du tout, nous. OK. Puis j'ai fait l'erreur de donner rendez-vous à un client dépassé 5h30 alors qu'il n'y avait plus personne dans le bureau. Fait que lui, quand il est arrivé, la première affaire qu'il a dit, ben tu sais, on fait ça sur le bureau. Fait que là, je me suis dit, oh boy, qu'est-ce qui va se passer? Puis avec des clients, tu sais jamais jusqu'à quel point ils vont passer à l'acte, là. Fait que sur le coup, j'étais très, très ferme. Puis j'ai dit, non, il se passera rien ici. Puis ce qu'on va discuter, c'est moi qui va décider de ça. Il se passera rien ici. Puis je répétais, tu sais. Puis finalement, il s'est rien passé. Mais après, j'avais le shake. Ouais, sur le coup, vous avez été ferme, vous avez été comme maître de votre de la situation.
c'est ça. Mais après, c'est sûr que là, après ça, j'imagine qu'on y pense plus. Ouais, ouais. Aïe, aïe, OK. Et ça, vous avez fait ça longtemps? J'ai fait ça 5 ans. 5 ans. OK. Ouais. Puis là, j'étais un peu tannée parce que la clientèle, les gens, ils vivent beaucoup d'agressivité, hein. Puis, fait, cette dimension-là, j'étais un peu fatiguée. Puis c'est un milieu assez rigide, hein. Les tribunaux, la police, les avocats, bon. Alors, ce que j'ai fait, c'est que on est parti. Là, je m'excuse, j'essaie de me replacer. Ouais, on est parti 1 an avant de changer d'emploi. Moi et Christian, on a décidé de prendre une année sabbatique de l'approbation. Puis, je suis partie 1 an en voyage avec Christian en sac à dos. Oh, OK. Hey, ça aussi, c'est audacieux, là, quand même. Ouais, ça là, c'est vraiment, ça change une vie. Et vous êtes allé où? Vous avez été à plusieurs endroits? Ouais, on a fait pas mal le tour. On est allé en Amérique du Sud. De l'Amérique du Sud, on est allé en Inde, aux Philippines, en Chine, au Japon. On est revenu aux États-Unis jusqu'à Trois-Rivières. Hey, wow, quand même, hein? Ah oui. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné là-dedans? Qu'est-ce qui vous... Oh mon Dieu, il y a tellement, tellement de choses qui m'ont impressionné, sainte. En fait, c'est que Christian, c'est un guide hors pair. Ah, déjà ça aide beaucoup, là. Oui. Puis pendant tout le voyage, tu sais, il fallait que je lui tienne le bras plutôt qu'utiliser ma canne. En termes d'autonomie, là, je pouvais pas beaucoup me déplacer seule avec ma canne parce que c'est toujours des endroits inconnus et tout et tout. Fait que ça, c'était quelque chose que j'avais accepté après ma barre, là. Et puis, on s'était dit, si jamais il y a de quoi, tu sais, parce que les couples qui partent en voyage, des moments donnés, il peut y avoir de l'éloignement, mais nous, on s'était dit, on tient le coup jusqu'à la fin, tu sais, puis ça a marché. Est-ce que c'était prévu que vous partiez 1 an? C'était vraiment ça Oui. le plan de match? Oui, on avait ramassé notre argent plusieurs années avant. C'était notre projet de couple. Puis en conséquence là, de partir 1 an là, un peu autour du monde. Là. Oui. OK. Donc, vous aviez un bon guide. Ça aide beaucoup. Et je sais pas quel pays, admettons, qui vous a le plus charmé. Quand on est arrivé en Équateur, le premier pays, on a été tellement ébahis, tellement les gens étaient tellement chaleureux. Je pense que ça nous a marqué beaucoup, beaucoup. Ensuite de ça, l'Inde, je pense que l'Inde est vraiment une autre planète très étrange à beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tu sais, c'est sûr que, mettons comme en Chine, on n'a pas été longtemps, mais la Chine, c'était vraiment particulier, là. C'est différent, hein? C'est une culture complètement différente de la nôtre, là. Puis c'est loin, en plus, là. C'est... Tu sais, mettons... on était, je crois qu'on est parti de Macao pour aller, si je me souviens bien, en Chine, en bateau. Puis là, on a dormi sur le bateau. On était les seuls étrangers, là. Puis, ils nous servaient des poissons qui venaient de pêcher. Puis c'était vraiment dégueulasse, là. Je pensais pas ça, là. Je pensais que vous alliez dire que c'était bon. Ah, c'était épouvantable. Mais c'était juste ça qu'il y avait à manger. C'était caoutchouc, c'était piquant, c'était... Fait que, tu sais, toutes sortes d'aventures comme ça.
Et puis, je sais pas, moi, mettons, aux Philippines, on a pris le bateau. Ils sont partis quand même avec le bateau pour aller d'île en île. Il y a énormément d'îles. Puis, les vagues sont devenues immenses. Les chaises étaient pas fixes. Les chaises se déplaçaient. Tu sais, tu vis toutes sortes d'aventures. C'est peut-être pas les aventures les plus importantes là, que je suis en train de raconter là, parce que nous, le plus important, c'est que moi et Christian, on s'était entendu que tout le long du voyage, ça serait les contacts avec les gens. OK. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on allait des marchés. Là, je voyais des personnes handicapées visuelles, parce que souvent, ils sont mendiants. Fait que là, je m'approchais d'eux, je jasais un peu. Si j'avais une revue en braille, en anglais, là, eux ne lisaient pas nécessairement le braille et l'anglais, mais là, je leur demandais où il y avait un endroit pour les handicapés visuels. Fait qu'on trouvait l'endroit, puis souvent, on donnait une revue, ils nous en donnaient un autre. Fait qu'on prenait contact avec des gens comme ça. Ensuite de ça, dans les marchés, les gens me faisaient toucher beaucoup parce qu'il y avait rien en dessous des plastiques, hein. Puis les gens sont très fiers de te faire toucher les choses parce que souvent c'est des choses qu'ils ont fait à la main. OK. Fait que ça, on a côtoyé, on a connu plusieurs personnes comme ça. Quel autre exemple? Mettons en Inde, je me souviens qu'on est allé à Kerala, qui était un milieu très touristique. Là, on a jasé avec le guide qui faisait visiter les touristes. Après, on a jasé avec lui, puis là, il nous a invités chez lui. Fait que, tu sais, pour nous, c'était le plus important, le contact avec les gens. C'est ça, l'aspect social, l'aspect culturel, l'aspect de pouvoir toucher ce que les gens font. C'est quelque chose que vous avez pu vivre à fond, là, pleinement. Ouais. Et là, mais 1 an, c'est quand même long. Est-ce que ça a passé vite? Est-ce que... Oui. Après, je dirais, après 6 mois, là, il y a comme un creux. 5-6 mois, il y a un creux. On a traversé ce creux-là. Puis après, ça s'est mis à aller un peu mieux. Ouais. Et là, quand on revient, comment qu'on se remet d'une telle aventure? Est-ce que vous aviez déjà comme un emploi qui vous attendait ou fallait retrouver un nouvel emploi? Puis Là, je retournais en probation parce que c'était une année sabbatique. OK, oui. Ils avaient mis une réunion d'équipe tout de suite quand je revenais. Là, j'étais allée à la réunion d'équipe. Là, j'étais tellement perdue, je comprenais rien de ce qu'ils expliquaient. J'étais tellement loin de ce monde administratif-là. Là. Vous aviez complètement décroché de... Ah, complètement. C'est comme s'ils me parlaient chinois. Ouais, dur retour quand même. Oui. Et là, vous avez continué là-dedans un bout en probation? Ouais, j'ai travaillé, mettons, 1 an de plus, 1 an et demi, puis tu sais, j'étais pas mal fatiguée de ce milieu-là, fait que j'ai fait application au CLSC Olivier Guimond, métro Langelier, puis j'ai travaillé là. Puis les CLSC, dans ce temps-là, en 85-86, là, les CLSC ouvraient beaucoup leurs portes. Fait qu'ils mettaient sur pied le service pour adultes, ça existait pas. Fait que le service pour adultes, service courant, là. Fait que moi, j'étais là pour amorcer ce programme-là. Puis là, ça, j'ai bien aimé ça. J'ai eu beaucoup de plaisir. On a décidé, moi et Christian, de partir de Montréal pour aller rester à Trois-Rivières parce que on venait d'avoir notre premier enfant, puis on trouvait qu'à Montréal, avoir des enfants, ça n'avait pas d'allure, on serait bien mieux à Trois-Rivières. Fait qu'on a déménagé à Trois-Rivières. Et est-ce que d'avoir un enfant, ça a toujours fait partie d'un projet de vie?
ou c'est venu plus tard ou Ça, c'est une très bonne question. Dans notre dynamique avec Christian et moi là, de couple, là, c'était pas une grande préoccupation, mais quand on a fait le tour du monde, là, on a vu tellement de gens heureux qui accordaient de l'importance à la famille qu'en venant, c'était clair. On voulait avoir des enfants. Ça nous avait touché énormément. La richesse qu'ils accordent à l'enfant, là. Fait que c'est ça. OK. Donc, premier enfant en 1987. 7. OK. 87. Un retour à Trois-Rivières. Et, Oui. et là, comment ça s'est passé, les premières années avec l'enfant? Ça a dû être une autre adaptation quand même? Ben, en fait, moi et Christian, on a 4 filles. OK. 4. Fait qu'on a, oui. Fait qu'on a eu la première en 87, les 2 autres en 89, 2 jumelles, puis la 4e en 92. Ah, quand même, hein? 4 en... Ouais. Attends, quoi, 5 ans? 5 ans? Ouais. Fait que ça j'ai été à peu près 7-8 ans à la maison avec les enfants. Et avec les 4. Oui. Est-ce que ça a été... Bon, je sais que chaque mère sûrement va donner sa version, là, qu'il y a des moments plus difficiles puis des moments plus faciles, mais en lien avec le handicap, là, ça a été quoi le défi, mettons? Ben, en fait, moi, je considère que dans ma vie, tu sais, mon métier de travailleuse sociale a été important et mon métier de mère tout aussi important. Et c'est un peu la même chose, tu sais. Avoir des enfants, tu sais pas vraiment comment ça va se passer. Il y a pas beaucoup de modèles autour. Tu t'organises avec ton mode de fonctionnement, avec ce que t'es, tu sais. Puis tu trouves des façons, des moyens. Il y a des choses pour moi qui étaient très importantes, tu sais. Faire des activités avec mes enfants, je trouvais toutes sortes de moyens, tu sais, mettons, mettre des clochettes après leurs petites bottines pour savoir où ce qui était. Aller jouer dehors à tous les jours avec elle, mettre une clôture qui pouvait pas sortir de la cour. Mais, tu sais, en voyant pas, ce que je me disais, c'est quand je répète les mêmes choses souvent, comme mettons aller jouer dans la cour avec elle à tous les jours, ben même si tu vois pas, t'es tellement habitué que t'es à l'aise, tu sais. Aller jouer au parc, ben les autres parents te voient souvent au parc, ben ils sont de plus en plus à l'aise, puis t'es de plus en plus à l'aise. Fait qu'encore là, les gens autour sont comme en contact avec vous, puis ils vont vous interpeller, puis vous allez vous parler, puis ça facilite aussi les choses. Ouais, ben, et je pense que comme par rapport à l'emploi, comme par rapport à bien des activités, tu sais, quand tu as une facilité à socialiser ou que tu as travaillé sur ta capacité d'entrer en relation avec les autres, je pense que ça l'aide. Tu sais, parce qu'on est, en voyant pas, on est souvent en train de demander de l'aide pour compléter une tâche, tu sais. Mettons, je peux faire le lavage, mais après, j'ai besoin de quelqu'un qui me dit, bon, tu sais, tout est correct, il y a des tâches encore là-dessus, on va mettre du détachant, bon, après, ça va être correct, tu sais. Fait que t'as besoin de yeux pour compléter. Fait que si tu as une certaine facilité ou tu as travaillé ta capacité à entrer en relation avec toutes sortes de monde, ça l'aide, tu sais. Les parents qui voient une mère qui voit pas, ils s'inquiètent parce que eux autres, ils se disent, ben, hey, écoute, ben, la sécurité, là, ça a pas d'allure, là. Bon. Fait que
t'as à négocier avec ces perceptions-là, Il y a comme beaucoup, un employeur. il y a beaucoup de gens qui vous faisaient part de leur inquiétude par rapport à la sécurité ou sur les choses que vous étiez peut-être moins en mesure de faire, puis ça les inquiétait? Il y en a qui le font pas, qui en font part, mais ça se sent, ça se dit pas nécessairement. Tu sais, comment je dirais, ce qui est dur, c'est la capacité d'impuissance. Parce que, mettons, je vais donner un exemple. J'ai passé un été avec les 4 filles sur un terrain de camping. L'animatrice est venue me voir, mais à fin de l'été, là, après que tout soit fini, puis là, elle m'a dit, ben, tu m'as envoyé les enfants avec des taches sur leurs vêtements, tu sais. Puis ça se fait pas. T'sais. Fait que elle, dans sa tête, dans sa façon de faire, c'était quelque chose qui se faisait pas, qui se dit pas, puis que ça se peut pas de faire ça, tu sais. Fait que faut que tu devant elle qui me disait ça, ben je pouvais pas rien faire. Là. Ça faisait un mois que ça s'était passé. Oui, puis elle pouvait pas vous le dire avant. Là. C'est ça. Fait qu'il faut accepter ça, là, que tu peux te débrouiller pour bien des affaires, tu peux te débrouiller pour dire aux gens, ben oui, je fais ça comme ça, faut t'expliquer souvent. Ça, au moins, tu peux faire ça, mais il y a toute une partie que tu peux pas faire grand-chose, là. Ouais, OK. Je vois un peu la... Faut focusser sur ce qu'on peut, sur les choses sur lesquelles on peut faire quelque chose, puis laisser un peu aller sur ce sur quoi on peut pas rien faire. Ben oui. Puis avoir des enfants, c'est la chose la plus belle qu'il y a dans la vie, tu sais. Puis c'est ce que mon conjoint pense aussi. Oui, puis c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et là, comme plus tard, admettons à l'école, pour, je sais pas, les devoirs, tout ça, est-ce que c'est comme votre conjoint qui s'en occupait ou si c'est vous qui étiez capable aussi de trouver des façons pour faire les devoirs, les leçons, tout ça? Ben, encore, tu sais, on a été chanceux à différents niveaux. Mettons, ce que je faisais, c'est que c'était drôle. Je racontais ça à mes filles, c'est que quand ils étaient petites, là, puis que Christian était pas là, puis que là, j'étais toute seule, puis il y avait des petits livres de contes en imprimé, là, puis là, moi, je les avais pas en braille, puis tout ça. Je lui mettais chacun livre de petits contes dans les mains, puis là, les 4, ils se mettaient à raconter l'histoire. Ils l'inventaient, puis ils tournaient les pages, puis ils l'inventaient, puis ils tournaient les pages. Fait tu sais, il y a différentes façons à trouver pour compenser. Plus vieille, les devoirs et les contes, ben j'avais des contes en braille. J'ai oublié de dire ça là. J'avais des contes en braille et qui avaient l'imprimé aussi dessus. Oui, ça du multimédia là, un peu comme on dit, Ouais. duo média. Ouais, ça j'aimais bien ça. Ensuite de ça, rendu au devoir leçon, ce que je me souviens, c'est que la plus vieille était très inventive. Fait que là, le professeur me dit, ouais, là, tu sais, genre, la première année ou tout ça, elle disait, ouais, elle fait plein de dessins anti-mots, tu sais. elle aimait dessiner. Fait que, tu sais, j'en parlais avec elle, puis on a été chanceux parce que on a eu une étudiante qui était au doctorat, qui était particulièrement intéressée à travailler avec un enfant de première année. Ça faisait partie de sa thèse de doctorat. Fait que elle a donné du temps pour ses devoirs et ses leçons le soir, surtout, je me souviens, pour de l'écriture, là. Fait que ça a été une aide précieuse. Mais c'est moi qui faisais les devoirs et les leçons, là. OK. Puis là, ben, plus les enfants grandissent, puis plus ils sont autonomes aussi, puis... Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui deviennent autonomes très vite dans les devoirs et leçons, et d'autres, c'est beaucoup plus long. Qui ont besoin de plus d'encadrement plus longtemps, là.
Ouais, c'est ça, tu sais que c'est pas quelque chose d'automatique, tu sais, je fais ça, mes devoirs, mes leçons, puis après je m'en vais jouer, puis tu sais c'est comme une charge ou je sais pas trop là, ils ont de la misère à se centrer là-dessus ou ils ont plus de misère à mémoriser ou tu sais. Fait que euh, quand c'est un petit peu plus difficile, ben je demandais à l'enfant de me dire à voix haute qu'est-ce qu'il y avait à faire. Fait que ça demandait beaucoup d'autonomie à l'enfant, tu sais. Mais j'avais aussi quelques personnes là, qui m'entouraient pour être sûr qu'il fonctionnait bien puis que tout était correct, tu sais. OK. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez ajouter sur les enfants, peut-être auxquelles je pense pas? Est-ce que... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, en fait, ce qu'ils me disent, c'est que pour eux, le fait de ne pas boire, c'est tellement intégré que ça fait pas une différence, que ça leur a appris beaucoup d'autonomie. Mettons, j'allais à l'épicerie avec une de mes filles, puis là, elle me décrivait les prix, elle me décrivait la texture. Je veux dire, si le légume était correct ou pas, elle choisissait elle-même. Je le touchais quand elle le mettait dans le panier, tu sais. Fait que ça leur a apporté de l'autonomie. Qu'est-ce que je pourrais dire à part de ça? Ouais, de On est, l'autonomie, de l'entraide, puis tout ça, puis oui. oui, entre elles. Puis, ce que je peux dire, ça a peut-être rien à voir avec le fait que je vois pas, là, mais on est très proche de nos 4 filles. Vraiment, on vit des choses extraordinaires avec elles. Euh, pour donner un exemple, un des exemples, c'est que la plus vieille est en opéra, puis on partage beaucoup cet amour de la musique. Les 2 autres, ils ont une terre dans les Laurentides. J'y vais très souvent, puis je fais de tout, là. Qu'est-ce qui est possible? OK. Ça, vous avez comme des intérêts puis des choses que vous pouvez faire aussi. Puis pour la Ouais. musique, ben, c'est un autre domaine, c'est un autre... mais une passion que vous avez aussi avec cette fille-là. Oui. Hey, c'est merveilleux. Puis c'est un bel exemple aussi en même temps. Et là, après, quand vous avez décidé de retourner sur le marché du travail? Ouais, c'est ça. Là, à Trois-Rivières, là, j'ai essayé de trouver un emploi, puis c'était pas trouvable, hein, parce que moi, je me présentais à des entrevues, puis ils me refusaient parce que je voyais pas. OK. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une maîtrise. J'ai décidé de faire un bac en psychologie à Trois-Rivières, puis de faire une maîtrise comme orienteur à l'UQAM, parce que mon conjoint avait un emploi à Trois-Rivières, puis ils lui ont offert un poste à Rive-Sud, puis c'est comme ça qu'on a déménagé sur la Rive-Sud. OK, que vous êtes revenu dans le coin de Montréal, mais sur la rive sud. Ouais. Fait que là, moi, j'avais pas d'emploi, j'avais plus d'emploi, puis là, j'ai fait la maîtrise à l'UQAM comme orienteur. Puis là, à la fin de ma maîtrise, j'ai été embauchée à Lucie Bruno Ah, OK, qui est un centre de réadaptation. de réadaptation. C'est ça, pour handicapés physiques, OK, OK. comme travailleuse sociale de 2000 à 2015. Ah, c'est qu'un beau 15 ans de là-bas. Oui. Et là, vous étiez travailleuse sociale forcément avec ces différents handicaps là, qui sont à ce centre-là. Oui. Ouais, tu sais, quand j'ai commencé, il fallait que je travaille dans différents départements. Fait que le programme des locomoteurs qui sont blessés à la colonne, les ACV, qui est les accidents vasculaires, les traumatisés crâniens,
Puis, j'ai fait surtout dans les maladies neurologiques évolutives, la sclérose en plaques, Parkinson, Lou Gehrig. Quand même, hein, c'est très varié comme... J'ai beaucoup aimé Lucie Bruno. Oui, c'est un emploi Beaucoup. dans lequel vous étiez à l'aise puis que vous étiez confortable. Oui, vraiment un beau milieu. Oui. Et là, en 2015, c'est quoi qui s'est passé? Je ne sais pas, rendu à la retraite. Ouais, Oui? c'était ma retraite. Ouais. OK. Fait que les dernières années ont été difficiles. Fait que là, la retraite en 2015, j'étais bien contente. OK, c'était pas trop... Qu'est-ce que vous aviez comme projet de retraite? Est-ce que vous aviez des activités? Ben, qu'est-ce que vous faites là en ce moment? Est-ce que vous avez des activités? Mais là, Ouais. on est en COVID, là, on s'entend. Là. Ouais, c'est ça. Ben, en 2015, quand j'ai quitté Lucie Bruno, là, je me suis dit, là, il faut que je prenne soin de ma santé physique et mentale. Et j'ai fait pas mal de sport. J'aime beaucoup le sport. J'aime beaucoup le ski de fond, la natation, les marches. Avec la SAM, je participe à la SAM. Ensuite de ça, j'ai décidé de faire, disons, on va parler d'actuellement. Oui. Là. Je vais beaucoup à la terre dans les Laurentides, le plus souvent possible. Fait que là, quand je vais là, ben on travaille le bois, on travaille le jardin, puis ce que je fais aussi, c'est que je fais du Qigong puis du Bagua, qui est des techniques de Kung Fu puis d'arts martiaux. Mais vraiment, je suis à la base de la base de la base, là, tu sais. Fait que ça, j'aime bien ça. Mais vous aimez beaucoup la nature, puis de travailler dehors, puis tout ça, parce que vous nous en avez parlé depuis le début, puis vous le faites encore. Là. Oui, être dehors, j'aime bien ça. Oui. Donc, on peut dire que vous vous ennuyez pas trop, vous êtes occupé, vous êtes... l'ennui, vous connaissez pas trop ça. Ben, en fait, c'est que je me dis, tu sais, même avec la pandémie, vaut mieux changer notre façon de fonctionner puis faire des choses qu'on aime, tu sais. Si, mettons, là, actuellement, on peut pas voyager, ben, faire des marches dehors, tu sais, découvrir des choses qu'on n'a jamais fait aussi. C'est ça, ça peut être l'occasion, comme vous dites, d'aller explorer d'autres choses. Puis l'important, c'est de pas rester enfermé, puis de pas rester inactif. Là. Oui. Et aussi à la retraite, ce que je trouve intéressant, c'est de se mettre un petit programme à chaque jour. Tu sais, mettons, tu te lèves, ben comme moi, je fais de l'écriture, ben faire de l'écriture régulièrement. À tous les matins. Après ça, faire mon Qigong à tous les matins. Une petite structure pour pas avoir à te poser des questions. Oui, avoir un petit horaire, là, puis pas dire demain, je sais pas qu'est-ce que je fais, d'avoir comme... Ouais. Ben, c'est bon, parce que c'est pas compliqué non plus, là, à faire, là. Oui. Quand on a des idées d'activités, puis des... Vous, j'ai compris que vous étiez fonceuse. Là. Vous n'étiez pas du genre à vous laisser arrêter. Puis, fonceuse, oui. Et puis, je dirais que, tu sais, en étant à la retraite, en ayant travaillé, tout fait ça, ben, je suis dans une étape où je me repose, où je peux me permettre de limiter les stress, tu sais. Oui, de penser à vous, puis ouais. C'est ça, les choses qui sont plus stressantes ou qui vous amènent des énergies plus négatives ou en tout cas moins souhaitables de laisser ça plus de côté. Là.
c'est ça. C'est une belle philosophie. Moi, j'adore ça. Hein, moi, je suis pas encore rendu à la retraite, mais je pense qu'il y a bien des conseils que vous avez donnés que je vais suivre. Et je savais aussi qu'on allait apprendre beaucoup de votre témoignage parce que on s'était parlé hier, puis je me suis dit, ça va être intéressant, on va apprendre des choses, on va apprendre des philosophies de vie. Je trouve ça toujours important d'en avoir à mon projet d'entrevue. Je me dis toujours que c'est ça que les gens ont envie d'entendre. Et je vous remercie encore beaucoup d'avoir accepté de participer. Avec plaisir. Ben, un gros merci. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!